Bien. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer tout doucement. Et bienvenue à tous à cette soirée organisée par Énergie Partagée dans le cadre de la Semaine de la Finance Solidaire et qui s'intéresse à l'impact de l'épargne sur le climat et à l'impact de l'épargne en général, le pouvoir de l'épargne, comment est-ce qu'on peut se réapproprier ce pouvoir pour l'orienter vers des activités plus vertueuses ou plus bénéfiques pour le climat notamment. Alors on est ensemble pour environ 1h30 à partir de maintenant. On va avoir un échange avec les intervenants que je vais vous présenter, puis après on aura des échanges avec vous, puis après on aura le temps d'aller discuter, échanger entre nous lors d'un cocktail convivial comme on l'a appelé. Et puis merci à l'Académie du Climat, j'ignore si quelqu'un est là, si quelqu'un est là de l'Académie du Climat, donc merci de nous accueillir ici. C'est très gentil et c'est très beau. Alors justement, le climat, c'est un des sujets du soir et c'est un des sujets aussi d'actualité, enfin pas tellement d'actualité, c'est un des sujets omniprésents, non seulement parce que c'est un sujet qui impacte beaucoup d'autres, mais aussi parce qu'on l'a vu très dernièrement, comme toutes les années d'ailleurs, on a des impacts et des records que ce soit de chaleur, d'événements extrêmes, de sécheresse, d'inondations qui sont constamment battus. Ça devient quasiment normal. Il faut toutefois qu'on garde un œil là-dessus. Et l'idée, c'est de se dire, justement, y a-t-il un lien avec la finance et quel est ce lien? Et donc, la finance aussi est dans l'actualité, non seulement parce que c'est la semaine de la finance solidaire, mais aussi parce que on voit que le livret A ou le livret développement durable évolue, qu'il y ait possibilité maintenant de financer des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec le développement durable. Donc voilà, il y a des sujets qui sortent dans l'actualité qui nous font penser qu'il est utile de s'interroger sur le pouvoir de l'épargne et qu'est-ce qu'on fait de cette capacité d'action. En compagnie de nos intervenants, que je remercie et que je présente, il y a Anne Bringot qui est directrice des programmes du réseau Action Climat, qui est un acteur de référence sur le changement climatique et sur l'action politique sur le changement climatique. Il y a Fabienne Marez qui est cofondatrice, actionnaire et désormais présidente d'Énergie Citoyenne avec un Y, qui est une coopérative d'énergie, de production d'énergie citoyenne dans la région grenobloise. Patrick Sapie, qui est directeur de FAIR, la structure de référence sur la finance solidaire, et donc qui notamment est l'instigatrice de la Semaine de la finance solidaire. Et enfin, Antoine Labarre, qui vous présentera l'application Rift, dont il est directeur opérationnel, une application qui scanne l'impact de l'épargne, l'impact que vous avez peut-être sur un ou plusieurs comptes. Et ben voilà, l'application Rift peut vous permettre d'avoir un œil sur un diagnostic, disons, sur l'impact de votre épargne. Et moi, je m'appelle Énergie Partagée, pas du tout. Carrément, je suis pas encore Énergie Partagée, je suis Marc Mossalg et je travaille pour Énergie Partagée. Et Énergie Partagée, c'est justement un de ces placements qui permet de conjuguer le pouvoir de l'épargne et l'action directe et efficace, en l'occurrence pour la transition énergétique. Donc on n'est pas une banque, on n'est pas un établissement bancaire, on n'est pas un outil d'investissement classique, on est avant tout un mouvement qui veut et qui voulait trouver tous les moyens possibles pour accélérer cette transition énergétique. Et donc dans une logique aussi où les territoires seraient bénéficiaires, où cette transition énergétique se ferait au même rythme que les citoyens, au même rythme que les territoires, et dont les territoires pourraient être les grands bénéficiaires, les grands gagnants. Et donc assez rapidement, même initialement dès le début d'Énergie Partagée, on a mis en place un outil d'investissement qui permettait de répondre à une des grandes questions, c'est où est-ce qu'on trouve les sous? Et ben on s'est dit, les citoyens et les citoyennes peuvent avoir envie, peuvent vouloir contribuer directement à cette transition énergétique citoyenne, et donc on a monté cet outil d'investissement qui s'appelle Énergie Partagée Investissement. On pourrait y revenir par la suite. Je propose qu'on prenne quelques minutes pour regarder un film qui va synthétiser ce que je viens de vous dire sur Énergie Partagée en 3 minutes et qui posera des éléments très concrets aussi sur la suite de notre discussion. Et ensuite on passe à la discussion. Il est temps de réfléchir à comment utiliser l'argent différemment et pour des projets plus intéressants pour la société. On met son épargne au service d'une cause qui nous touche, au service d'une transition énergétique qui est nécessaire.
j'ai décidé de mettre mes pipettes au service du concret, l'énergie. Ça fait pas mal d'années que je milite ou que je signe des pétitions en tout genre et que j'étais toujours contre quelque chose et que j'en avais un peu marre d'être contre et je me suis dit maintenant il va falloir être pour. Et quand il y a eu l'outil énergie partagée qui s'est créé, j'ai dit ça y est, c'est le moyen d'être pour, de transformer les choses et puis d'être dans le concret. On montre que l'énergie du collectif permet de pouvoir se réapproprier son énergie. Les porteurs du projet sont des citoyennes, tant sur le plan de la partie financière que sur le plan, je dirais, de la gestion quotidienne et des décisions. On est quand même nombreux à avoir un petit peu d'argent de côté. Mettons cet argent à disposition de ceux qui sont prêts à développer des projets d'énergie renouvelable. Merci. Bon voilà, c'est très rapide, c'est très représentatif de ce que fait Énergie Partagée et puis ça pose un petit peu les grandes questions. La personne au début disait il est temps de réfléchir à utiliser l'argent différemment. Bon c'est le cœur de notre discussion de ce soir. Et dans un premier temps, pardon, j'essaie de bouger ma chaise mais j'arrive pas. Merci. Dans un premier temps, on va déjà je vais m'asseoir. Et puis, on va reculer un petit peu pour revenir sur le constat, sur le changement climatique, même si on ne va pas faire toute une conférence là-dessus, et on pourrait très bien. D'ailleurs, une conférence a lieu bientôt sur le changement climatique. Anne, toi, je vais dire toi, désolé, j'aurais du mal. Alors, toi qui es directrice des campagnes du réseau Action Climat, est-ce que tu peux nous aider à y voir un peu clair de façon synthétique sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le changement climatique, même si on en entend beaucoup parler, mais d'où on part en termes de constat et d'ampleur actuellement en 2023 ? Oui, bonjour à toutes et tous et merci à Énergie Partagée pour l'invitation. Énergie Partagée, c'est une association que je connais bien. J'ai été au conseil d'administration et j'aime beaucoup cette dynamique et le côté positif. Alors maintenant, ça va être les 5 minutes plombantes. Voilà, c'est les seuls, mais donc si ceux qui sont en ligne, s'ils veulent aller faire chauffer un petit thé ou aller chercher une bière au frigo, c'est maintenant. Dans 5 minutes, ça sera moins plombant. Parce que les impacts du changement climatique, on les voit déjà, vous les voyez tous aussi. On sait qu'il y a ce réchauffement global avec les émissions de gaz à effet de serre, à la fois les énergies fossiles que l'on consomme, le gaz, le charbon, le pétrole, qui émettent du CO2, mais il y a aussi les fameux rots des vaches, le méthane qui est un très puissant gaz à effet de serre, et le protoxyde d'azote. On parle parfois de protoxyde d'azote, c'est le gaz hilarant. C'est aussi un très puissant gaz à effet de serre. Et il est émis, par exemple, quand on épand des engrais azotés de synthèse dans les champs. Donc, tous ces gaz à effet de serre, ils gardent la chaleur finalement dans l'atmosphère. Donc, ça réchauffe globalement les températures, mais ça ne fait pas que réchauffer. Ça crée aussi des phénomènes comme l'évaporation de l'eau dans les océans, qui fait qu'on a ensuite des pluies plus intenses et donc davantage d'inondations. Et puis, ce réchauffement, c'est aussi des températures avec des records qu'on a connus l'été dernier dans plusieurs régions du monde. Donc, ça concerne maintenant vraiment toutes les régions du monde. On ne peut pas dire qu'il y a une région qui n'est pas concernée. Les sécheresses, les incendies et évidemment le développement de certaines maladies. J'ai pris quand même quelques chiffres d'une étude qui est sortie tout récemment. Le nombre de personnes de plus de 65 ans mortes à cause de la chaleur a augmenté de 85% depuis le début des années 90. En 2021, par rapport à la période entre 80 et 2010, il y a eu 127 millions de personnes supplémentaires qui ont été en situation d'insécurité alimentaire, en lien avec les vagues de chaleur, les sécheresses. La surface justement de terre touchée par les sécheresses a augmenté de 29% depuis les années 50. Et puis je parlais de maladies, par exemple aux États-Unis, la saison du paludisme a augmenté d'1 tiers en fait, puisque les saisons ont changé. Alors tout ça, c'est
assez plombant, c'est ce que je vous disais, mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ça va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on progresse, même si on n'est pas au niveau où on aimerait être. Quand j'ai commencé à travailler, ça fait 12-13 ans sur ces enjeux, on parlait d'un réchauffement de 4 degrés au niveau mondial, ce qui est le chaos, la barbarie. Vous ne voulez pas vivre dans un monde qui fait plus de 4 degrés. Maintenant, quand on additionne les engagements des différents États au niveau mondial, on a un réchauffement de 2,7 degrés environ. C'est encore beaucoup trop, ça peut paraître peu, mais ça a des impacts énormes. Il faudrait rester autant que possible à 1,5 degré, mais on voit quand même que des engagements sont pris. Les solutions, elles existent. C'est ce que nous dit aussi le GIEC. On sait comment faire pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, arrêter les énergies fossiles, changer les moyens de production et de consommation, tout ça de manière juste et équitable. Simplement, il faut accélérer. Pour l'instant, les engagements des États qui sont pris actuellement nous amèneraient à une baisse des émissions de 2% en 2030, alors qu'il faut être à 43% selon le GIEC pour rester sous 1,5 degré. Donc on voit qu'il faut accélérer notamment la sortie des énergies fossiles, une sortie juste et équitable, pour que chacun puisse trouver des solutions alternatives. Et donc pour ça, c'est ce que nous dit aussi l'Agence internationale de l'énergie, il faut stopper tout nouveau projet d'exploration ou d'exploitation d'énergie fossile. Il ne faut pas développer de nouveaux projets, sinon on augmente encore les quantités d'énergie fossile qui vont créer ces émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est important d'avoir ça en tête, c'est ça l'enjeu, plus de nouveaux projets d'énergie fossile. Et ce que disait le GIEC aussi, il y a un rapport qui est sorti en mars dernier sur justement ces impacts et qui parlait justement, j'ai l'impression que les climatologues sont un peu obligés de se mouiller un peu au-delà de leur simple rôle de lanceur d'alerte. C'est qu'il écrivait, le GIEC, les flux financiers publics et privés destinés aux combustibles fossiles restent plus importants que ceux destinés à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation. Sous-entendu, on a le thermomètre qu'on active depuis longtemps, on dit bien que ça va se réchauffer, mais pour autant, toujours est-il que les flux restent bien supérieurs vers les énergies fossiles. Donc là, cette finance, ces flux financiers, comment est-ce que ça se représente, parce que c'est virtuel, on va dire, la finance, mais pour autant, ça finance des projets bien réels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors déjà, sur les projets bien réels, je vous disais qu'il faut stopper tout nouveau projet d'exploitation de charbon, de gaz fossile ou de pétrole. Eh bien, actuellement, dans le monde, une étude récente a montré que 96% des entreprises mondiales dont c'est le métier, 96% continuent à exploiter ou à explorer de nouveaux champs d'énergie fossile. Donc, on n'est pas du tout sur un arrêt de cette exploitation des nouveaux champs, des nouveaux gisements d'hydrocarbures. Et c'est même pire que ça, parce que les dépenses dans ce domaine de l'exploration, l'exploitation de nouveaux champs ont augmenté depuis 2021 et augmenté même de plus de 30% et sont arrivés à un peu plus de 170 milliards de dollars. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction et que si ces entreprises continuaient comme ça, elles émettraient par ces exploitations en 2040 plus de 173% de plus que le niveau de production compatible avec 1,5 degré. Donc on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Et pour ça, il faut de l'argent. Je vous parlais de ces 170 milliards de dollars. Où est-ce qu'elles trouvent de l'argent ? Elles trouvent de l'argent auprès des banques. Et pourtant, les banques, elles disent « à nous, on prend des engagements, on ne finance plus de nouveaux projets d'énergie fossile. C'est sûr, c'est signé, on ne le fait plus. » Et elles ne mentent pas. Pourquoi elles ne mentent pas ? Parce qu'en fait, ce qu'elles regardent, c'est uniquement ce qui est financé sur des projets. Soit elles financent des projets, soit elles financent l'entreprise dans son ensemble. Il se trouve qu'en France, les grandes banques françaises, les investissements sur projet, c'est moins de 4% des investissements. Plus de 96%, c'est l'entreprise en global. Donc effectivement, sur les 4%, il n'y a plus de financement sur des projets d'exploitation de nouveaux champs d'hydrocarbures. Par contre, dans les 96%, il y a toujours beaucoup d'argent qui va vers des entreprises comme Total Énergie qui vont développer de nouvelles exploitations d'énergie fossile. Donc à ce niveau-là, les banques ne sont pas du tout exemplaires, loin de là. Et il faudrait qu'elles arrêtent complètement de financer
les entreprises énergétiques qui n'ont pas pris l'engagement d'arrêter d'exploiter de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Et du coup, c'est ce qui explique, si je comprends bien, Le Monde parlait il y a quelques semaines de bombes climatiques, c'est-à-dire des projets qui, s'ils sont menés à bout, nous emmènent vers un vrai cataclysme climatique, une augmentation forte des températures. Et il n'y en a pas une ou deux, il y en a 422 des projets comme ça. Ça veut dire que en continuant à financer chaque entité, et non pas les projets, mais les entités type pétrole, enfin les exploitations de pétrole, les entreprises d'exploitation de pétrole ou de production de pétrole ou d'autres énergies fossiles, on continue enfin, le paquebot est impossible à bouger, si je comprends bien. Enfin, parce que les engagements vertueux et environnementaux des banques ne s'opposent pas à ce qu'elles continuent à financer ce genre de projet. Exactement. Les banques continuent, dans les 96% des fonds qui financent les entreprises au global, continuent à financer ces projets, puisque 96% des entreprises d'énergie fossile continuent à explorer et à exploiter de nouveaux gisements. Donc, il n'y a pas de changement. C'est vrai que ce sont des entreprises... En fait, le problème, c'est que Total Energy, c'est super rentable. Il y a eu des méga profits de Total Energy avec la crise énergétique. Et pour un actionnaire, c'est hyper rentable. Si vous voulez gagner de l'argent, achetez des actions Total. Il y a eu l'année dernière 10 milliards de dividendes versés aux actionnaires. Donc le problème, c'est qu'effectivement, pour l'instant, les règles du jeu font que on n'empêche pas une entreprise comme celle-là d'exploiter des nouveaux champs d'hydrocarbures, alors que c'est extrêmement néfaste pour l'humanité et pour les êtres vivants. Et on n'empêche pas du tout les actionnaires de gagner beaucoup d'argent en investissant dans ces entreprises. Alors, on connaît les arguments de gens comme Total Energy, c'est oui, mais si c'est pas nous qui exploitons ce champ, ça va être d'autres entreprises, elles sont pires que nous, elles vont faire de moins bonnes conditions. Ou alors, c'est pas nous, c'est les consommateurs. Les consommateurs, ils veulent acheter de l'essence. Alors, de toute façon, nous, on est là pour leur fournir ce qu'ils demandent. Ils oublient complètement que c'est lié à un système qui a été mis en place où effectivement on a ces exploitations d'énergie fossile, on a des constructeurs automobiles qui ont fait des voitures à l'essence au diesel, on a des stations-service partout, on a un urbanisme qui s'est adapté à la voiture, on a des autoroutes, et donc finalement on a l'aviation qui se développe. Tout ce système a été mis en place pour s'appuyer sur les énergies fossiles, et c'est pas le consommateur qui le demande. Le consommateur, il a des besoins qui sont de se déplacer, se chauffer. Par contre, il ne demande pas que ça soit spécifiquement avec de l'essence, du gasoil ou autre. Donc effectivement, ces arguments-là, ils ne comptent pas. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est un chercheur belge avait présenté à un moment la dynamique de ces systèmes socio-économiques où tous ces acteurs finalement se sont mis ensemble pour développer une certaine manière de faire, de produire et de consommer. Et finalement, si on veut changer, eh bien, il faut avoir des acteurs de niche qui commencent. C'est un peu comme un vol des tourneaux. Je ne sais pas si vous voyez ces vols des tourneaux. Souvent, il y a un petit groupe qui change tout à coup de direction. Pas forcément qui sont ceux qui sont tout devant. Et puis, le groupe va suivre, en fait. Donc, il faut effectivement des acteurs qui commencent à montrer une voie différente. Et puis, ces acteurs, ils vont prendre de la pleur. Et il faut qu'effectivement, chacun reprenne la main et se dise aussi qu'on peut changer nous-mêmes avec notre argent. Et effectivement, je pense que c'est ce qu'on va voir ce soir et ce qui, j'espère, va nous donner beaucoup d'espoir. Merci beaucoup Anne et merci pour avoir assumé le rôle de la pénible qui nous rappelle que le constat n'est pas si rose. Mais ce constat, justement Antoine Labarre, donc c'est pour Rift le constat qui a permis de créer l'application, le constat de la finance orientée vers le négatif, les projets fossiles. Et il fallait d'abord savoir, finalement, derrière ma carte bleue, qu'est-ce qui se cache, comment sont financés ces projets. Exactement. Bonjour à tous déjà. Je suis très content d'être là. Effectivement, nous, on fait le même constat, malheureusement. En fait, on n'a pas changé le cap. Aujourd'hui, l'épargne, c'est un peu moins de 6 000 milliards en France. Et on est toujours sur un cap de rentabilité, de profitabilité. Alors qu'en fait, si on regarde les sondages, 57% des Français comprennent que leur épargne doit financer la transition écologique. On est ici pour en parler. Donc finalement, en fait, on a un décalage entre ce qui se passe réellement entre l'épargne des Français, enfin avec l'épargne des Français, et ce que les Français veulent. On a des chiffres qui nous disent ce qu'il faut pour la transition écologique. L'Institut de Rousseau nous parle, je crois, de 57 milliards d'euros par an
pour la neutralité carbone en 2050, donc soit 1% de l'épargne des Français. Donc nous, le constat chez RIF, c'est que l'épargne, c'est un énorme paquebot. Tu as utilisé cette image. En fait, il est complexe et opaque. Donc en fait, la première chose, c'est déjà de le rendre lisible par tous et toutes, et donc de reprendre le contrôle, de lever le voile en fait sur la finance. Aujourd'hui, 80% des Français ont un livret A, et en fait, peu sont capables d'expliquer ce qu'il y a derrière un livret A. D'ailleurs, encore l'actualité nous rappelle qu'on va remettre l'armement derrière le livret A, enfin des entreprises. Et le livret développement durable. C'est pas voté, mais en tout cas, il y a toujours un espoir. Ou par exemple, si on prend rien que l'assurance vie c'est quoi? C'est des fonds euros et des unités de compte. Donc des unités de compte, c'est des entreprises, et les fonds euros, chaque assurance vie a un pourcentage différent. Nous, il y a 33% des fonds euros, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc en fait, il y a peu de lisibilité. Donc tout ça, ça nous amène à, mine de rien, on a une manne financière. Les gens ont envie de faire évoluer les choses, et du coup, Rift, c'est un outil pour donner de la visibilité à l'épargne. C'est remettre du concret et du tangible, et comprendre l'impact de son épargne. Alors, c'est même une application donc, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, si vous en avez un. On a une petite vidéo qui va pouvoir suivre, ou sur laquelle vous allez que tu voudras peut-être commenter pour suivre en gros ce que fait concrètement l'application Rift. Tu télécharges, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Bon, il y a la vidéo qui va tourner, mais je vais mettre mes mots. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce constat, il a été fait en 2019. Et qu'à l'époque, la base de données n'existe pas. Ce sont des données qui sont en fait partagées à droite, à gauche. Donc en fait, il y a un travail de fourmi, plusieurs années, de bases de données publiques, de bases de données en open source, grâce à beaucoup d'ONG d'ailleurs, et beaucoup de partenaires, et aussi des bases de données privées. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, toutes les infos qu'on a, le grand public ne peut pas y avoir accès par lui-même. Ou alors il faut vraiment passer des années et des années. Donc aujourd'hui, grâce à cette base de données, grâce aussi à beaucoup de partenaires dont FAIR avec le label Finansol, Oxfam, Reclaim Finance, en fait tout l'écosystème de la finance solidaire, en réalité on a mis des indicateurs d'abord de transparence. Donc quand je parle de transparence, je parle de combien il y a d'intermédiaires sur mon épargne, parce que je parlais des assurances vie, mais en fait il y a l'assureur, mais il y a aussi le distributeur. Donc en fait, il y a plusieurs intermédiaires, et aujourd'hui, je peux les voir via l'application. Il y a la zone géographique. Donc en fait, dans quelles entreprises finit mon épargne. Il va y avoir en termes de ventilation, les secteurs d'activité, où justement, on va retrouver l'armement, le pétrole, et ainsi de suite. Et ensuite, il y a les indicateurs environnementaux. Donc que ce soit le carbone, aussi l'impact sur la biodiversité, qui est très important pour nous, l'alignement avec les accords de Paris et le 2 degrés. Donc en fait, on va pouvoir trouver un nombre d'indicateurs qui sont à démarche scientifique, mais qui sont surtout à démarche de prise de conscience et d'éveil de conscience là-dessus. Oui, l'argent ne dort pas, oui, l'argent a un impact, et il peut être réutilisé autrement. Et pour compléter, on est bien sur une application qui s'applique à votre situation, on est d'accord? C'est-à-dire que vous rentrez là où vous avez un compte, ou 2 ou 3, combien vous avez sur chaque compte, et ce sera donc un scan personnalisé par rapport à votre impact. Voilà, je voulais juste que ce soit, c'est peut-être très précis, mais je voulais revenir là-dessus, c'est vraiment par rapport à votre patrimoine. Et effectivement, je peux aller plus loin, parce que du coup, ça permet un scan, une prise de conscience, un éveil, et derrière, on va plus loin avec des actions. Alors, il y a deux grands types d'actions chez Rift, et on y croit beaucoup. La première, elle est à titre individuel. Elle est déjà de demander de la transparence à son banquier, de demander effectivement si la banque chez qui je suis a une stratégie, un engagement actionnarial dans les entreprises qu'elle finance. Et il y a aussi un questionnaire qui va définir notre profil en fait. Et de même, on va pouvoir suivre des informations, du contenu pédagogique pour monter en compétences. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle. Mais on a aussi des actions de mobilisation citoyenne collective, donc des réussites dans le passé comme EACOP ou sur le LDDS. Il y en a une qui est dans l'actualité, c'est les labels ISR. EACOP, c'est un projet pétrolier. Oui, pardon, projet pétrolier EACOP. Donc, et LDDS, c'est le livret développement durable et solidaire. Alors, on peut en parler en 2 minutes peut-être. LDDS, donc le livret développement durable et solidaire. Il y a un constat de départ chez Rift, donc grâce à cette base de données, c'est qu'en réalité, derrière ce nom, on avait 31% des fonds labellisés ISR qui détenaient à minima... Investissement socialement responsable. Pardon, je recommence tout.
le label ISR, il y avait au moins 31% des entreprises qui avaient, comme tu le disais, une entreprise qui a un nouveau projet pétrolier ou d'extraction, donc pétrole et gaz. Et en réalité, c'est en contradiction totale avec l'AIE, avec ce qu'on s'est promis de faire en 2015 et qu'on a mis en vigueur en 2016. Donc de ce constat, il y a effectivement une lettre qui a été adressée collective. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire collectivement, mais aussi individuellement via l'application, on pouvait s'engager. On pouvait en fait dire je veux une réforme du label ISR crédible, et donc en fait on a pu récupérer vraiment l'engagement particulier pour refaire remonter. Voilà. D'accord. Donc l'intention, c'est que par le biais de cette première étape, cette première marche qu'est l'application Rift, finalement on prenne conscience de notre capacité d'action et qu'on aille promouvoir une finance qui serait possiblement éthique, solidaire, verte, responsable. Patrick Sapie, au sein de FAIR, qui je le rappelle est la structure de référence sur la finance solidaire, j'imagine que c'est l'enjeu d'avoir une boussole de compréhension de qu'est-ce qui est financé, comment est-ce qu'on choisit ses placements. Effectivement, il y avait ce constat d'opacité. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi FAIR existe et quelles sont ces différentes boussoles? Oui, merci surtout de l'invitation et d'être là pour discuter autour de ces sujets qui sont passionnants, parfois un peu anxiogènes, mais quand même passionnants. Et je suis assez d'accord sur le fait de dire qu'il y a des solutions qui existent. Donc je vais plutôt prendre le côté positif. Alors la finance solidaire, avant de parler des labels, la finance solidaire tire évidemment ses racines dans ce que fait Énergie Partagée, c'est-à-dire plutôt la finance citoyenne. Au début des années 80. Donc la finance solidaire, on estime qu'il y a à peu près une quarantaine d'années avec le premier fonds qui a été créé par le Crédit Coopératif et le CCFD qui s'appelle Fin et Développement, qui existe toujours d'ailleurs. Donc la finance solidaire tire ses racines d'une finance citoyenne plutôt destinée à la solidarité internationale, rejoint dans les années 90 par tout le mouvement des entreprises d'insertion. Et très vite, en fait, l'ensemble des acteurs concernés par ces sujets-là, alors évidemment les mouvements citoyens, mais aussi, et je crois que c'est important de le rappeler, les acteurs financiers aussi. Donc dans la création de FAIR, qui s'appelait à l'époque Finansol et qui a gardé évidemment le nom du label dont on parlera, les acteurs financiers ont été aussi très contributeurs à la création de l'association parce qu'ils avaient une pratique. Alors on trouve évidemment des banques comme le Crédit Mutuel, le Crédit Coopératif, la NEF, ou les caisses d'épargne qui ont été assez pionnières en fait dans la création de l'association. L'association aujourd'hui, c'est en gros 140 structures très différentes. Alors évidemment beaucoup d'acteurs de la société civile, mais aussi beaucoup d'acteurs financiers qui travaillent autour de nous pour promouvoir cette finance plus solidaire. Et effectivement, le label Finansol, donc je me plais toujours un petit peu à le rappeler parce que c'est le premier label de finance qui a été créé en Europe, de finance durable, bien avant tous les autres, hein, y compris les labels des pays nordiques et scandinaves qui sont très performants sur ces questions-là. Il a été créé en 1997, ce label, et il a la particularité par rapport au label, l'autre label, le label ISR, mais l'autre aussi, le label Greenfin, qui est aussi un label très exigeant. Il a la particularité d'être un label privé. Voilà, c'est pas un label public, et donc il s'appuie sur l'expérience des acteurs, sur l'évolution des sociétés, et il est en capacité en fait de bouger tout le temps et de s'adapter en fait à des situations, à une société qui bouge. Et il a deux jambes pour ça. Il analyse la destination des fonds. Donc, et ça, on fait tout en interne, ça je le redis aussi. C'est-à-dire qu'on regarde quand un produit d'épargne veut se faire labelliser, il y en a beaucoup, il y en a un peu moins de 200 aujourd'hui. On regarde d'où vient l'argent et on regarde où va l'argent. Donc, quand on travaille sur des fonds qui sont gérés par des établissements financiers et des fonds qui peuvent faire parfois plus d'1 milliard d'euros, avec beaucoup de lignes d'investissement, c'est un travail colossal, mais on arrive plutôt à, j'espère, bien le faire. Et donc ce label sert de boussole finalement aux épargnants pour les rassurer sur la destination de leur épargne. Alors on a un cahier des charges qui est disponible sur le site de FAIR, qui est public, qui bouge lui aussi en fonction des évolutions du marché.
On demande aux établissements financiers, mais aussi aux acteurs de la société civile qui ont fait le choix, par exemple, de faire labelliser des parts de capital, par exemple. Ça peut être des parts sociales, des actions, des titres participatifs, des titres associatifs. Il y a plein de versions différentes. On demande à tous ces acteurs-là de nous communiquer une fois par an l'ensemble des investissements qu'ils ont faits. Et donc ça, ce sont des données très précieuses, en fait, qu'on essaye de gérer, et ça nous permet de sortir une petite publication, j'en ai amené une avec moi, qu'on sort chaque année avec le journal La Croix, qui est le baromètre de la finance solidaire, et qui évalue, en fait, l'évolution de la finance solidaire dans notre pays. Je voudrais rajouter un point, c'est que, en fait, cette finance solidaire, elle est très spécifique à notre pays. Elle n'existe pas dans les autres pays européens pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, les acteurs de la société civile ont su travailler avec les acteurs financiers et aussi avec le régulateur pour mettre en place un cadre fiscal, réglementaire, qui a permis en fait, l'essor de cette finance qui croît plutôt assez vite, mais qui reste, mon collègue d'à côté le rappelait, toute petite. L'épargne des Français, c'est 6 000 milliards d'euros. Aujourd'hui, la finance solidaire représente un peu moins de 30 milliards d'euros, 26 milliards d'euros. Donc, ça représente 0,45% de l'épargne financière des Français. Donc, on a des marges de manœuvre de croissance qui sont énormes si on prend toujours le côté positif. Merci beaucoup, Patrick, pour ce constat et puis cette vue sur Finansol. Je voudrais qu'on puisse regarder justement un spot de Finansol, enfin de FAIRE, pardon, encore une fois, excusez-moi. Est-ce que tu peux remettre au début? Parce que je pense que comme il est assez court le spot, je vous invite à regarder et voir ce que ça vous inspire. Tu peux me déposer devant le lycée? Devant? Ouais. Merci. Bonne journée. Voilà, c'est un spot un peu décalé qu'a créé FAIRE, et je trouvais que c'était intéressant de le montrer parce que il y a la notion de la fierté, il y a la notion de finalement qu'est-ce que ça apporte au-delà de la rentabilité, la finance, qu'est-ce que ça peut apporter, et on voit bien qu'en termes d'apport pour soi et puis pour son entourage, il peut y avoir un vrai impact, et c'est évidemment nous aussi ce qu'à Énergie Partagée on porte, et c'était intéressant que vous le formalisiez là. C'est important du coup, Patrick, cette fibre et cet axe que vous avez pris cette année, est-ce que c'est parce que vous voyez que cette tendance est de plus en plus intéressante à souligner? Oui, alors effectivement, c'est un axe en creux avec le constat sur lequel évidemment on est tous d'accord, c'est que beaucoup d'acteurs financiers continuent à financer des projets qui ne sont pas durables et qui ne vont pas nous permettre de vivre dans une planète agréable. Donc, ceci étant dit, là aussi, un certain nombre de solutions existent depuis longtemps, en fait, depuis 40 ans. Maintenant, on a beaucoup d'enjeux en fait, de création de nouveaux produits, de croissance, de conviction aussi, pour convaincre les gens que c'est possible. Mais au travers d'une pédagogie par l'exemple et en faisant ressortir la fierté, finalement, de reprendre le pouvoir sur son argent et donc sur son avenir, je pense que c'est un beau message qu'on peut envoyer à la société civile sans évidemment nier les constats dont on a parlé. Et la fierté, justement, c'est un des ressorts qui, Fabienne, ont fait une superbe transition vers toi, parce que tu es impliqué dans une coopérative d'énergie dont tu vas nous parler. Et ce qui a motivé toi et les actionnaires aujourd'hui de cette coopérative, qui sont plus de 300, je crois, mais tu nous le diras, il y a une part de fierté, il y a une part d'être fier de l'action qu'on a sur son territoire. Ah, c'est clair. C'est clair qu'on a régulièrement des témoignages parce qu'on va interviewer de temps en temps les nouveaux actionnaires qui arrivent pour comprendre leur motivation et les partager avec d'autres.
Et on a régulièrement en fait ce terme de fierté d'agir localement, d'agir pour ce qu'on croit être le bien, en fait, le bien à faire pour notre communauté. Donc agir pour le bien commun également, et puis pouvoir montrer mon épargne, elle est sur ce toit, puisque nous, en fait, on fait du solaire principalement, hein. On n'est pas à la campagne comme dans les films qu'on vient de voir, donc on est dans une métropole, la métropole grenobloise, donc on fait du solaire et de la chaleur bois, la biomasse. Et donc, en métropole grenobloise, il n'y a pas beaucoup de terrains disponibles pour faire plein d'énergies différentes, mais il y a plein de gens. Et donc, il y a une énergie humaine à mettre en mouvement et à organiser. Donc, tu peux nous rappeler cette coopérative, d'où elle est née, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, en fait, le début, c'était donc en 2015, la COP 21, une conférence organisée à Grenoble avec Énergie Partagée, et puis d'autres acteurs qui s'appelaient Épargnons le climat. Tu t'en souviens? Tu étais là. Je les connais. Voilà, Épargnons le climat avec les Amis de la Terre. Il y avait la NEF, il y avait donc Énergie Partagée. Et à la fin de cette conférence, on a lancé un appel pour lancer une société en fait de production d'énergie renouvelable citoyenne sur la métropole grenobloise, donc à l'échelle de la métropole. Et donc une première réunion publique, 50 personnes sont venues. Et un an plus tard, en 2016, septembre 2016, donc on a eu 7 ans, là, il n'y a pas longtemps, était créée donc Énergie citoyenne. Et on a maintenant en fait 26 centrales solaires qui sont en production. On a 466 associés précisément, le 466e étant arrivé hier, et puisqu'en fait on a une levée de fonds en cours. Et donc, on finance aussi depuis 2019 des réseaux de chaleur bois qui remplacent en fait des chaudières gaz ou des chaudières fuel. Et donc, avec du bois en fait qui vient de moins de 50 km en fait de la métropole grenobloise. Voilà. Et là, tu viens de le dire hier, on a notre 466e actionnaire. On est dans une prise d'action, on est dans une implication dans la finance qui est tout à fait concrète, c'est-à-dire que là on s'éloigne un petit peu d'une finance qui serait virtuelle, qui serait totalement éthérée et qu'on ne verrait pas. Là, c'est du très très concret et c'est du très très engageant. Et est-ce que ces actionnaires qui te rejoignent, ils viennent avec aussi cette envie de reprendre en main leur énergie d'une part, mais aussi leur argent? Ah ben oui, complètement. On a notre aîné, donc on a un octogénaire, le plus vieux des associés. C'est le premier qui nous a envoyé un chèque de 10 000 € et donc on a été un peu surpris quand on a vu ce montant. On a quand même appelé ce monsieur en fait pour vérifier que c'était bien correct. Et donc c'était intéressant en fait d'entendre qu'il voulait que ses petits-enfants héritent de quelque chose qui leur fasse penser que leur grand-père avait agi pour eux. Waouh! Donc voilà, on a ça. On a énormément en fait de cadeaux de naissance. Hein. Donc on a notre plus petit associé. Donc allons à l'autre bout. Il a quelques mois et donc il s'est vu offrir en fait des parts de cette société en fait par ses oncles et tantes. Et donc voilà, il y a vraiment un poids, un symbole. Qui est très fort. Et à chaque fois qu'on interroge des associés, quel que soit leur âge, on a toujours une histoire en fait comme ça. C'est-à-dire vraiment la possibilité de se dire, eh ben, ces sommes-là, je sais exactement ce qui en est fait parce que je peux le voir sur les toitures de la métropole. Et je peux voir, puisque sur notre site internet, on voit la production d'électricité en fait en direct, je peux voir ce que ça fait. Voilà. Je peux adopter un panneau, je peux mettre enfin voilà, il y a des principes. Voilà, pour on a lancé ensuite, concret. voilà, on a proposé aux gens d'adopter un panneau. Donc en achetant 5 parts de la société, ils peuvent choisir un nom sur le panneau d'une toiture, et donc on a la liste en fait de nos adoptants et de nos panneaux adoptés. Voilà. Et ces actionnaires, Patrick, une seconde sur une étude qui est sortie tout récemment. Un sondage avec, notamment qu'a commandité Faire, où justement on en savait un peu plus sur ces épargnants, ce qu'ils savent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont prêts à faire, ce qu'ils sont prêts à attendre, et notamment les jeunes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la différence qu'il y a aussi avec les jeunes dans ces études-là?
Plusieurs choses. Donc, effectivement, on a sorti avec OpinionWay et nos amis de France Active un sondage sur les Français et l'épargne solidaire il y a quelques semaines maintenant, qu'on a commenté la semaine dernière. En fait, le sondage reprend des résultats qui sont connus, hein, Antoine le disait tout à l'heure, c'est-à-dire en gros, une très grosse majorité des Français ne sait pas très bien ce qu'il y a dans leurs produits d'épargne. Voilà, donc heureusement qu'il y a Rift. En gros, pourtant, ils voudraient épargner utile. Et on est beaucoup face à cette contradiction aujourd'hui. Alors, effectivement, les générations les plus jeunes sont plus mobilisées pour flécher leur argent vers des causes, j'allais dire, d'utilité sociale et environnementale. Mais ce constat, en fait, on le connaît. Alors, on est face à une vraie question relative au changement d'échelle sur la communauté des épargnants solidaires. C'est un vrai sujet et c'est aussi une difficulté, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a en France à peu près entre 1 et 2 millions d'épargnants solidaires. On va réattaquer le problème chez FAIR l'année prochaine en explorant d'une manière un peu plus précise la population des épargnants solidaires. On va refaire une étude, on en a sorti une il y a 10 ans. On constate aujourd'hui en fait que les épargnants, on constatait il y a 10 ans plutôt, que les épargnants solidaires, c'était des pionniers, militants de la première heure, en l'occurrence, qui étaient très mobilisés, hein, sur ces sujets d'utilisation citoyenne de leur épargne. Ça y est, ça marche. De manière assez intuitive aujourd'hui, puisqu'on est un peu plus connu, et puis on a une audience un peu plus large, on sent bien que les jeunes générations sont très intéressées sur ce sujet-là et se mobilisent. On a des outils technologiques comme Rift, les plateformes de financement participatif type LITA, qui aujourd'hui aussi, hein, sont très utiles pour les jeunes générations. Donc moi je pense très intuitivement, sans pouvoir le démontrer à ce stade, que la population, enfin la communauté des épargnants solidaires s'est beaucoup élargie, et en tout cas vers les jeunes générations. Mais il n'empêche, on a quand même un gros changement d'échelle à faire. Juste pour prendre deux comparaisons, il y a un peu moins de 100 000 actionnaires à la nef, 100 000 sociétaires pardon, à la nef aujourd'hui. BNP Paribas a 8 millions de clients. En fait, donc l'enjeu, il est là. C'est bien que la nef passe de 100 000 à 200 000, et je leur souhaite, ils font une super campagne en ce moment. Si vous écoutez la radio ou vous ouvrez des journaux. Mais est-ce que l'enjeu, c'est pas aussi de toucher les 7 millions de clients de BNP Paribas qui, pour la plupart, ont aussi des fonds solidaires, puisque cette banque-là, entre autres, a aussi développé une offre solidaire, même s'il est très minoritaire dans l'offre qu'elle propose. Et pour continuer après sur ce lien qu'il y a entre l'épargne, c'est-à-dire je prends des actions et je vois tout de suite à quoi ça sert. Fabienne, tu me disais en préparant que vous êtes en levée de fonds et que ça vous aide considérablement de pouvoir dire aux gens ce n'est pas simplement un produit d'épargne désincarné, c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs, qu'on a vu tout à l'heure, vous avez vu une partie de ces toitures. C'est valable aussi sur d'autres aspects, ça peut être dans le domaine de l'agriculture, dans plein d'autres domaines, mais le fait de relier directement, je finance ce que je vois, un peu pour paraphraser, enfin pour extrapoler Saint Thomas, on va dire, je finance ce que je vois. Est-ce que c'est ça l'avenir de la finance en réalité, enfin l'avenir de la finance qui serait bénéfique au climat en tout cas? En tout cas, de la même façon que la NEF publie tous les ans la liste de toutes les entreprises à qui elle a prêté de l'argent, nous, on peut montrer effectivement où va l'argent en fait, qui vient, les parts qui sont achetées, en fait, elles servent à financer des projets qu'on peut nommer. On fait des tours à vélo, en fait, on organise des tours pour montrer, en fait, voilà ce que l'argent du local en fait à financer. Et donc c'est sûr que c'est intéressant puisqu'en fait il y a une question de confiance. Souvent en fait on a quand même des gens qui nous posent des questions la première fois, oui mais alors est-ce que c'est sûr en fait ces placements, etc. Et donc moi je leur réponds toujours est-ce que vous avez confiance en fait
aujourd'hui en fait dans les placements bancaires, dans les grandes places financières. Voilà, moi je peux vous montrer ce qu'on a déjà fait, on peut vous montrer ce qui va se passer avec votre argent. Et maintenant, voilà, le soleil ne va pas s'arrêter tout de suite. Nos toitures, on a eu justement un incident cet été de grêle et on a eu quelques toitures touchées. Notre production d'électricité, en fait, voilà, globalement, elle n'a pas été grandement impactée. Donc, plus on installe de toitures, plus on finance de projets et moins, en fait, on est à risque, puisque, en fait, voilà, on se retrouve avec... Donc, je pense que le fait de voir ce qu'on fait et de concrètement savoir à quoi sert notre argent, en tout cas, c'est quelque chose qu'on est en droit de savoir. Aujourd'hui, on donne un blanc-seing à notre banquier, finalement, quand on met l'argent à la banque. C'est comme si on signait un papier, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et ensuite, on ne regarde pas. Et quand on ose poser la question à son banquier, essayez, vous allez voir, parce que le mien, il a été très surpris avant que je le quitte. Mais en fait, ils ne savent pas et ils sont même étonnés qu'on s'y intéresse. Parce qu'en fait, voilà, ça ne fait pas partie du logiciel. Ce n'est pas prévu. On a signé, on donne notre argent et ils s'occupent de tout. C'est un métier, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, bon, voilà. Donc, nous, on gère de l'épargne tous ensemble parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces sociétés citoyennes, elles mettent aussi en place un modèle de gouvernance en fait partagé. Je pense que c'est intéressant aussi de le savoir. Une personne, une voix. Donc, nous, on a dans notre entreprise ce monsieur dont j'ai parlé qui a acheté 10 000 € de parts. On a aussi la métropole de Grenoble qui a acheté plusieurs dizaines de milliers de parts parce qu'on a aussi des collectivités et des entreprises. Et puis, on a des personnes qui ont acheté une part. Mais tout le monde, en fait, a le même poids et notre importance dans la gouvernance de cette société n'est pas liée à l'épaisseur de notre portefeuille. Et ça, c'est aussi, en fait, quelque chose de révolutionnaire quand on parle d'argent. Voilà. Tout à fait, merci. Et sur l'incarnation, sur le fait d'avoir un lien avec cette épargne, j'ai l'impression que Antoine sur Rift, c'est aussi ça que vous vouliez avoir, c'est faire le constat, puis après se projeter sur quelle est l'étape d'après. Exactement. Je pense qu'il faut avoir une grosse note d'optimisme quand même, et que grâce, justement, si on lève le voile sur ce paquebot obscur et complexe, on voit qu'il y a des leviers d'action concrets. Ils existent, ils sont déjà en place d'ailleurs depuis un certain temps pour certains. Et en fait, l'épargne, c'est un pouvoir. L'épargne, en fait, épargner, c'est voter. Et donc, il y a quand même des choses ultra intéressantes. Et peu importe la taille du portefeuille, en fait, on peut avoir un impact par notre épargne parce qu'on refuse justement de faire comme avant ou de supporter les mêmes entreprises qu'avant. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'explication, on va dire, introductive à nos échanges. Que ce soit sur le constat climatique, que ce soit après sur les différentes manières de pouvoir reprendre en main ce pouvoir de l'argent et les premières étapes pour qu'individuellement on se mette en mouvement. La parole est à vous. Vous pouvez lever la main si vous avez une question. Et nous commençons par 3 questions. Du coup, on va commencer par madame, monsieur et monsieur. Et on prend vos questions à la file et on y répondra aux 3 en même temps. Bonsoir. J'avais une question très simple pour monsieur de Fer. Vous avez dit que le bilan, vous avez parlé d'un bilan qui avait été mis dans le journal La Croix. Est-ce que c'est parce que d'autres journaux n'ont pas voulu le passer? Non, mais c'est une information à passer à plein d'autres lecteurs. Voilà, merci. Attends, je te propose qu'on entende les 3 questions, puis après on répond ensemble. C'est monsieur. Oui, également une question pour Patrick. Donc, je suis Pierre-Emmanuel Valentin de la Nef. Tu as fait référence dans ton propos tout à l'heure à ce qui a été en pratique une très grande victoire obtenue sur le label ISR. Enfin, c'est ma compréhension, puisque l'essentiel des demandes qui avaient été présentées par un collectif a été reçu favorablement, contrairement au pronostic. Et donc, ma question, elle est à propos de l'efficacité du lobbying. Comment vous avez pu, par quel levier vous avez pu obtenir, contre toute attente, cette décision sur le label ISR, qui est complètement en lien avec ce que vous disiez, puisque ça revient à ne plus considérer une entreprise, un investissement dans une entreprise comme Total, comme éligible
un label ISR. L'enjeu du lobbying est déterminant pour toutes les questions de fléchage de l'épargne dans les directions que nous appelons de nos voeux. Est-ce qu'il y a eu un secret parce que c'est des victoires qu'on obtenait rarement dans le passé. Merci, c'est noté. On y répondra et puis on fera un petit point peut-être sur ISR, d'où on partait, où on est allé et quel est le résultat aujourd'hui. Et maintenant, c'est le monsieur qui est derrière. Merci. Je souhaite vous remercier déjà pour ce talk, c'est hyper intéressant. Du coup, on a compris qu'en tant que citoyen, on a un levier d'action à mettre en place pour réduire notre impact, notamment par l'investissement. Mais vous n'avez pas forcément parlé des pièges quand on souhaite investir plus responsable, parce que des pièges, il y en a énormément. On pense avoir un bon impact, en fait, on n'en a pas. Et je vais donner un exemple tout con pour que toute la salle comprenne de quoi je parle. Voilà, vous allez voir votre banquier préféré, dans votre banque préférée, très investi dans l'écologie, avec un logo vert dont je ne citerai pas le nom, c'est en 3 lettres, je pense que vous l'avez tous. Voilà, vous allez le voir, vous prenez 100 000 €, vous lui dites, bah voilà, je souhaite investir dans Total. Donc là, il y a tout le monde qui me regarde bizarrement parce que tout le monde va se dire que je suis un gros pollueur. Et en fait, absolument pas. Parce que les actions que vous allez acheter, c'est du marché secondaire. Parce que Total, ils ont déjà délivré tous leurs titres. Donc en fait, les 100 000 que vous allez placer dans Total, ils ont 0 impact. Au niveau de l'impact carbone, ça n'a pas d'impact. Donc là, vous pensez polluer et vous pensez agir, c'est bon pour une mauvaise ou bonne entreprise, vous agissez pas. Et par contre, par exemple, si vous devenez sociétaire de la nef, là, il y a des vrais financements derrière, vous agissez. Donc il faut savoir faire le vrai du faux, savoir trier tout ça. Très bien, merci beaucoup pour cette question. Alors Patrick, j'ai l'impression qu'il y a un feu nourri sur toi pour avoir des informations détaillées sur cette finance et cette ISR. Est-ce que tu peux répondre à la première question? Bon, la première question qui pourquoi la croix? Bon, ça va aller vite. Et puis après, les deux autres. Alors pourquoi la croix? Non, alors il se trouve qu'on a un partenariat depuis plus de 20 ans avec la Croix et qu'en gros, on travaille ensemble sur le baromètre de la finance solidaire chaque année. Mais si vous achetez l'IB aujourd'hui, en gros, vous allez avoir aussi un article sur la finance solidaire. En l'occurrence, j'en ai un exemplaire là à côté, donc je vous le prête bien volontiers. Voilà, on travaille avec tous les journaux, il n'y a pas de problème. Après, on répond aux questions des journalistes, évidemment, mais on a un partenariat avec ce journal depuis plus de 20 ans qu'on conserve parce qu'on estime que c'est un journal engagé, notamment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, et qui font des bons papiers. Voilà. Alors, pour répondre à Monsieur de la Nef, il faut rendre à César ce qui est à César, parce que en fait, la victoire du label ISR, c'est surtout à Reclaim qu'on la doit. Reclaim Finance et Lucie Pinson, voilà, qui a quand même porté le combat sur le label ISR depuis plusieurs mois. Alors il faut savoir que FER est observateur au sein du comité du label ISR. Donc on a participé en fait à tous les travaux pour produire le nouveau référentiel. Je crois qu'il ne faut pas se livrer à une guerre des labels. Nous, on a un label, il est ce qu'il est, il est historique, son niveau d'expertise, c'est ce qu'on appelle, désolé d'être un peu technique, le non-coté. Donc, en gros, on ne va pas aller regarder les actions. Par contre, les labels, ils marchent ensemble. Et globalement, s'il y en a un qui déconne, excusez-moi et passez-moi l'expression, en gros, c'est toute la crédibilité de tous les labels, en fait, qui est remise en cause. Nous, par exemple, chez FER, on a développé une innovation avec les acteurs financiers, une innovation financière depuis maintenant plus de 20 ans qu'on appelle les fonds 90-10, donc qui sont notamment dans l'épargne salariale. Pour collecter l'épargne solidaire, vous avez plusieurs canaux. Vous avez le canal citoyen dont on a beaucoup parlé ce soir, voilà, et qui, j'imagine, intéresse une partie de l'audience. Donc c'est de l'investissement direct dans les projets, très incarné. Vous avez un deuxième canal qui est le canal auquel on pense immédiatement, c'est le canal bancaire. Donc je vais aller voir mon banquier, il va me proposer des produits d'épargne et puis en gros il va les investir. Vous avez un troisième canal qui est le plus important aujourd'hui, qui a été rendu possible par des adaptations réglementaires et législatives, c'est celui de l'épargne salariale. Donc en gros, dans les plans d'épargne salariale qui sont proposés par les entreprises à leurs salariés, depuis maintenant 2008, pardon,
et la loi de modernisation économique. Ça, c'est une victoire de lobbying, pour le coup, qu'on doit beaucoup à Finansol, mais aussi aux acteurs financiers. Les entreprises ont l'obligation de proposer au moins un support solidaire. Et en gros, puisque dans les plans d'épargne salariale, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, vous avez souvent 1, 2, 3, 4 supports, pas plus. Si vous avez un support solidaire, on constate qu'aujourd'hui, il y a un salarié sur 10 qui choisit ce support-là. Et sur les 26 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a 15 milliards qui sont logés dans l'épargne salariale. Donc vous voyez, c'est le gros paquebot dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a une partie de cette épargne, donc 5 à 10%, qui est investie dans l'économie sociale et solidaire, des projets citoyens. Et moi, je crois beaucoup à l'incarnation, parce que c'est un moyen de décomplexifier la question de la finance en mettant des visages plutôt que des chiffres et des acronymes. Vraiment, je suis convaincu de ça, en l'occurrence. Mais le reste, il est investi dans les marchés financiers. Alors, d'une part, il faut quand même une cohérence entre les 5 à 10% que vous investissez, par exemple, pour l'insertion professionnelle des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, et les 90%, par exemple, que vous allez investir dans des sociétés françaises qui créent de l'emploi. Si vous avez des sociétés qui font du mal à la planète là-dedans, vous avez une incohérence. C'est pour ça que la question de l'articulation des labels, elle est très importante. Et sur le lobbying et le plaidoyer, qui est vraiment une spécificité très forte de notre association depuis l'origine, en gros, il ne faut pas lâcher. Hein. Voilà, il faut mettre en œuvre les réseaux, être présent d'une manière très dynamique pour les projets de loi de finances. Contacter les parlementaires, c'est un boulot que fait une partie de l'équipe de FAIRE, mais aussi qui est relayé par une partie des adhérents. Hein. Voilà, on a parlé du LDDS tout à l'heure, si je peux me permettre, puisque c'est pas voté et que épargner c'est voter. Pour le coup, il y a quand même encore un coup à jouer. Si vous connaissez des parlementaires, notamment des sénateurs, puisque maintenant le projet de loi de finances il est au Sénat et le gouvernement a gardé en activant l'actif 49.3 effectivement un amendement de plusieurs députés qui consiste à utiliser le LDDS et le livret A, mais le LDDS, quand même symboliquement, c'est quand même un peu ennuyeux pour effectivement que l'argent, je ne sais pas si vous, vos enfants, vos petits-enfants ont des livrets A ou des LDDS, mais qu'une partie de l'argent, elle finançait les grandes entreprises de l'armement, en l'occurrence. Parce qu'aujourd'hui, et il faut être très transparent par rapport à ça, le LDDS, une partie, c'est l'héritier du Codévi, pour ceux qui l'ont connu, hein, qui a été créé dans les années 80. Une partie de ce financement était dédiée aux PME. Et forcément, dans le financement des PME, il y a quand même des PME qui travaillent avec l'industrie de l'armement. Ça, en gros, mais par contre, les grandes entreprises, je ne suis pas certain qu'elles aient besoin de l'argent des épargnants qui croient déposer leur argent dans un livret dit solidaire pour aller financer l'armement. Ça, en fait, c'est marcher sur la tête. Et en gros, on va embrouiller les épargnants avec cette histoire. Donc, le projet de loi finance est au Sénat. La séance publique, elle est bientôt. Si vous connaissez des sénateurs, en gros, vous pouvez leur transmettre les amendements, en gros, ou nous contacter directement pour qu'on les transmette, parce que pour le coup, on a préparé une série d'amendements pour que ce projet de loi ne passe pas. Et il n'est pas nécessaire de retirer tout son argent du livret A ou du LDDS. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Ok, c'est pas nécessaire. Voilà. Très bien. Je sais qu'à distance, nous avons des questions également, parce que nous sommes vus à distance. Et oui, c'est la nouvelle technologie. Et Xavier va nous dire qu'il y a un peu, je crois, des questions pour Rift. Enfin, pour Antoine, pardon. Tout à fait. Donc, petite question pour Antoine. Sur Rift, y a-t-il les plateformes de financement participatif du type, par exemple, Enerfip, c'est l'exemple qui est cité dans le chat. Et voilà. Et sinon, pourquoi? Alors, déjà, là, je ne peux pas répondre sur chacun des assets qu'il y a dans la base de données. Ce qui est sûr, c'est que déjà, nous, on n'est pas conseiller en investissement financier. Donc, en fait, on n'a pas de chemin où vraiment on va jusqu'au bout du funnel et on dit investis dans X. À chaque fois, ça va être des listes filtrées et des simulations de produits d'épargne. Donc, vous pouvez chercher un produit, n'importe lequel dans la base de données. Et s'il n'y est pas, il y a une fonctionnalité qui justement vous permet d'envoyer directement un mail. C'est moi qui le reçois. Et puis, on travaille justement à recenser et à ajouter des produits d'épargne en permanence. Malheureusement, le marché est tellement important qu'on n'a pas 100% des produits. Ce serait parfait.
Et Xavier, il me semble que tu avais une autre question pour... Oui, tout à fait. Alors, question, peut-être je reviens vers Patrick Sapie par rapport à l'épargne salariale. C'était une question sur que peut faire un salarié ou une salariée qui est dans une entreprise pour faire en sorte de pouvoir choisir un produit solidaire. Alors, il m'a semblé entendre une partie de la réponse, mais voilà, peut-être qu'il y a encore d'autres éléments à ajouter. Alors, depuis la loi Pacte, l'épargne salariale n'est plus réservée aux grandes entreprises, mais pour le coup, les PME peuvent... Je crois que c'est bon. Les PME, et je vais vous dire, même les associations, par exemple, chez FAIR, on a historiquement, depuis longtemps, un plan d'épargne salariale pour nos salariés, alors qu'on est une association, loi 1901, sans but lucratif. En l'occurrence, on a développé, on s'est dit qu'on devait être exemplaire à ce côté-là, et évidemment, on a en gros des profits solidaires qui sont généralement choisis par les salariés de l'association. Donc, en gros, toutes les entreprises, grosses, petites, quel que soit leur statut juridique, à partir de 20 salariés maintenant, vous pouvez, à partir de 10 salariés, pardon, vous pouvez mettre en place un plan d'épargne salariale sans problème. Et en fait, depuis 2008, les entreprises, donc généralement, quand on met en place un plan d'épargne salariale, les dirigeants de l'entreprise ou les syndicats, s'il y en a, hein, doivent contacter des banques ou des sociétés de gestion qui vont donc proposer à l'entreprise des solutions d'investissement. Et depuis 2008, grâce à Finansol, ces sociétés de gestion ont l'obligation de proposer un support solidaire. Généralement, on les reconnaît parce qu'il y a un petit label vert. Alors, ce n'est pas le même vert que le vert du monsieur tout à l'heure, puisqu'il est un peu plus foncé, mais c'est le label Finansol pour le coup, puisque généralement, ces fonds-là, ils sont labellisés par Finansol. On regarde ce qu'il y a dedans, en l'occurrence. Et il y a évidemment beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont destinataires des fonds des salariés. Voilà, vous avez des France Active, ADI, Habitat Humanisme, bref, vous avez tous les acteurs qui sont bénéficiaires de ces fonds, en l'occurrence. Alors, c'est juste 5 à 10% pour des raisons réglementaires. Je ne sais pas si vous avez suivi les annonces de la ministre de l'économie sociale et solidaire, mais on parle d'augmenter la poche 85, ouais, jusqu'à 15%. Alors, ce qui ne va pas être sans poser de problème, parce que du coup, voilà, il faut bien mesurer les tenants et les aboutissants dans une période de hausse des taux, mais effectivement, on va ouvrir peut-être la porte à du coup de l'argent plus frais pour financer des structures d'utilité sociale, et ça, c'est une bonne nouvelle. Très bien. On continue sur une salve de questions dans la salle. Monsieur qui n'a pas eu réponse à sa question et qui aimerait bien une réponse à sa question. Eh bien, pas de problème. C'était la même ou c'est une autre? C'est la même, on est d'accord. Oui, non, je veux dire, c'est que c'est pas une... En plus, on y répond, parce qu'on a oublié de le faire, et c'est ça. Ok, très bien. Monsieur. Merci tout d'abord pour cette conférence. Alors moi, j'avais plusieurs questions. On parlait en fait, il y a la problématique aussi d'attirer des investisseurs en fait sur ce type de produit. Donc je me posais la question, quid en fait de la formation des gestionnaires en fait de patrimoine et des banquiers? Est-ce qu'il y a une réflexion sur ce sujet et aussi sur les gérants? Parce que c'est eux qui sont les principaux acteurs. Ensuite, on entend beaucoup parler de mesures d'atténuation dans ces investissements. Donc le fait d'aller de tendre vers 1 degré, 1,5 degré, mais quid aussi de l'investissement dans l'adaptation de nos infrastructures, l'adaptation aussi au niveau de nos logements. Et enfin, on parlait du label ISR, où il y a cette velléité de retirer certaines sociétés. Par exemple, aux États-Unis, ils sembleraient très friands de ce qu'on appelle l'actionnariat actif. Donc si je rentre dans le capital d'une entreprise et je vais utiliser mon droit de vote pour pouvoir la changer de l'intérieur. Donc voilà, je me posais aussi cette question-là, auquel cas on supprime en fait ce dispositif en France, si je comprends bien. Merci beaucoup. Du coup, on va peut-être commencer par la question de monsieur sur les pièges. Je ne sais pas si vous avez compris la question et si vous avez une réponse à proposer. Moi, je n'en ai pas. Non, mais
Bon, je veux pas, évidemment, je fais toujours un peu de promotion devant ma maison, mais la question des labels est quand même importante. Alors, les labels, il faut qu'ils soient crédibles, il faut qu'ils soient exigeants, il faut qu'ils puissent marcher ensemble. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que du coup, après, c'est la jungle. Mais le label peut être une bonne boussole, parce que les cahiers des charges, généralement, ils sont publics. Donc, vous pouvez voir comment fonctionne un comité du label. Nous, par exemple, en gros, quand on labellise un produit d'épargne, on veut évidemment être sûr qu'il n'y a pas de piège. On a un comité de labellisation qui est indépendant, donc, en fait, qui n'est pas du tout lié à l'association. Il est composé de personnes qui sont bénévoles, qui sont indépendantes, qui ne sont pas liées à un membre de l'association, en l'occurrence, et qui décident en toute transparence de labelliser un produit, sachant que on garde la main, comme je le disais, on garde la main sur le contrôle. À la différence, par exemple, d'un label public comme le label ISR, dont j'espère que du coup, j'attends avec impatience de nouveaux référentiels, parce que parfois l'enfer se cache dans les détails. Voilà, il y a les annonces, et puis après, il y a la pratique, en l'occurrence. Mais du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire, évidemment. Peut-être qu'on peut enchaîner sur cette question qui était de dire est-ce qu'on forme les conseillers en patrimoine? Mais ça, c'est un vrai sujet. Alors, monsieur soulève une question. Alors, moi, sur les autres parties de votre question, je ne suis pas un spécialiste en finance climatique, donc je vais pas pouvoir répondre à votre question parce que je ne sais pas, et voilà, je le dis très humblement. Mais en l'occurrence, sur la formation des gestionnaires de patrimoine, et des conseillers commerciaux des banques, je crois qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet parce que, effectivement, comme le disait Madame, effectivement, parfois les conseillers bancaires, et il y a encore beaucoup de Français en fait qui ont des banquiers, donc en l'occurrence, la question de la formation est extrêmement importante. Alors, il faut savoir que les commerciaux des banques sont soumis à un rythme de formation très intense pour des questions réglementaires, parce qu'ils doivent apprendre toute la régulation, que la stratégie commerciale des banques, c'est quand même en grande majorité, il y en a qui font exception, bien évidemment, je parle d'une manière générale, c'est quand même de mettre en tête de gondole les produits qui sont le plus rentables, et que cette question de la formation, elle doit être adressée, mais pas seulement sur la question de la finance solidaire, mais sur la question de la finance durable d'une manière générale, parce que voilà, il nous est arrivé d'entendre ou d'avoir des témoignages de clients de banques qui disaient, ben voilà, le conseiller ne savait pas faire la différence, par exemple, entre l'ISR et Finansol. Et je le comprends, voilà, parce que c'est une question de spécialiste. Mais si on les formait mieux, je pense que c'est une des solutions. Et nous, on a des supports de formation, voilà, qu'on partage avec des professions financières. Et on est tout à fait motivés pour pouvoir les développer à une plus large échelle. J'essaye d'élargir un petit peu en me demandant si, au niveau du terrain, est-ce que, Fabienne, tu as été tentée d'aller voir des banquiers et de leur dire vous êtes sur Grenoble, il y a des projets très locaux qui sont tout près de votre agence, ou peut-être même sur votre agence, j'en sais rien. Est-ce que c'est tentant d'aller les voir, ces établissements bancaires, pour leur proposer de l'éthique 100% pur jus? Déjà, au départ, on les a approchés pour emprunter, et déjà, il a fallu leur expliquer ce qu'on allait faire. Donc maintenant, on en a convaincu un qui vient à toutes nos assemblées générales et qui est vraiment fier en fait de financer. Donc c'est la Caisse d'épargne, je vais le citer parce qu'il finance plusieurs sociétés citoyennes en France, la Caisse d'épargne. On n'était pas assez gros, on n'avait pas besoin de suffisamment d'emprunts en fait pour être entendu par le Crédit Coopératif. On était trop petits. Alors par contre, aller voir d'autres banques. J'avoue que pour l'instant, en fait, on se concentre plutôt sur gérer toutes les toitures qui nous arrivent, puisqu'en fait, on commence à être bien connu sur notre territoire, et donc on a de plus en plus de demandes et de propositions en fait d'installation de toitures. Mais voilà, non, on n'a pas fait le tour des banquiers. C'est pas encore l'essentiel. Non. Okay, non mais... Et puis on n'est que des bénévoles, réagir, et donc voilà. Antoine, tu voulais réagir? Vas-y, prends-le et après je... J'ai peut-être deux éléments de réponse. Déjà, le premier sur le CGP, donc conseiller en gestion de patrimoine. Nous, ce qu'on voit venir, effectivement, sur RIF, c'est
des conseillers de gestion patrimoine qui utilisent l'appli, qui demandent à être formés. Et en fait, ça vient de leur clientèle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que leurs clients viennent en disant qu'est-ce que vous me conseillez. Donc en fait, on voit un changement du coup par le réel, par la clientèle, et du coup les CGP vont être obligés d'être formés. Donc je pense que c'est plutôt ce chemin-là. Le deuxième élément de réponse est plutôt sur le label ISR. Je comprends bien votre point. Maintenant, on sait pas réellement ce qui va être fait. Deuxièmement, on ne sait pas si les fonds vont changer leur composition pour rester labellisés ou s'ils vont juste perdre leur label. Enfin, c'est un peu flou pour nous. En tout cas, nous, dans le plaidoyer, dans l'action de lobbying, c'est surtout la lutte au greenwashing, quoi. C'est-à-dire que ce label, il doit dire ce qu'il y a derrière. Après, effectivement, les considérations de on peut changer Total de l'intérieur, pourquoi pas. Mais en tout cas, nous, il faut à minima que pour le grand public, un label veut dire ce qu'il veut, quoi. Merci. Pour la question de le financement de l'adaptation des outils, est-ce que Anne, tu as des éléments de réponse? C'est-à-dire des placements ou des produits de placement qui pourraient servir à financer non pas l'atténuation, mais l'adaptation au changement climatique? Alors, j'ai pas d'exemple parce que l'atténuation, c'est la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on considère en fait en France, il y a eu un rapport de Pisani-Ferry et Mahfouz qui explique qu'il faudrait augmenter les investissements de 60 milliards par an pour pouvoir atteindre nos objectifs climatiques. Ces 60 milliards, la moitié, ce sont des financements publics, l'État, les collectivités. Et les autres 30 milliards, il y a les entreprises et les particuliers. Donc les particuliers, vous êtes particulier, vous achetez un vélo par exemple électrique pour remplacer votre voiture, c'est un investissement pour l'atténuation, donc pour baisser vos émissions de gaz à effet de serre. Et puis on peut aussi avoir, plutôt sur le champ on va dire commercial, en développant des projets d'énergie renouvelable qui vont ensuite vendre leur électricité ou leur chaleur ou autre, et donc avoir une activité commerciale. Donc cet investissement-là, il est dans le champ commercial et il y a des activités d'atténuation qui effectivement sont dans ce champ commercial. Sur l'adaptation, de quoi on parle? On parle par exemple de l'agriculture française qui va devoir évoluer parce qu'on va avoir beaucoup plus de sécheresse, moins d'eau, donc c'est changer les cultures, c'est avoir des élevages aussi moins intensifs. Là, voilà, ce sont des investissements que doivent faire les agriculteurs. Je ne connais pas d'outils de financement dans ce domaine-là. Ou sinon, c'est par exemple sur les bâtiments. On a beaucoup de bâtiments actuellement où il y a des fissures à cause des sécheresses. Donc là, il va y avoir besoin de beaucoup de financement, alors, qui vont venir en partie aussi par les assurances ou d'autres fonds. Mais je ne connais pas de fonds de type commercial, en fait, parce que là, on est plutôt sur... donc, je ne sais pas de quoi ce que vous aviez en tête sur l'adaptation et qui pourrait être financé par de l'investissement citoyen ou autre. J'évoquais donc, la question, c'est qu'on va avoir une économie qui va être énormément impactée par le manque d'eau, par les inondations. Et c'est vrai que la question donc se pose, en effet, comme je l'évoquais, d'être en mesure aussi d'adapter nos infrastructures, aussi l'alimentaire. Et pour le coup, j'avais j'ai eu l'occasion de poser aussi cette question-là auprès d'une personne qui travaille à la Massif en gestion d'actifs. Et c'est ce qu'elle m'évoquait, c'est que sur la partie baisse de l'empreinte carbone, on a des indicateurs, on a des données qui permettent d'identifier quel est l'investissement, les entreprises qui vont être plus vertueuses que d'autres. Et c'est vrai que l'un des éléments qui manque sur l'adaptation, du moins sa réponse, c'est qu'on n'a pas d'indicateurs en fait, qui permettent de vraiment identifier là où on doit investir pour changer les choses. Mais je voulais savoir si vous aviez une clé, des clés de réponse ou du moins des points de réflexion sur ces thématiques. Alors, il va y avoir un plan national d'adaptation au changement climatique qui est en préparation. Et donc, c'est vrai qu'on aura en tout cas une vision à l'échelle de la France. Parce que l'adaptation, c'est beaucoup un sujet aussi pour les pays plus pauvres et qui souffrent beaucoup du changement climatique alors qu'ils n'en sont pas responsables. Mais si on se concentre sur la France, prenons la France métropolitaine, c'est assez réducteur, mais prenons ce cas-là. On aura avec ce plan national d'adaptation au changement climatique qui concerne aussi l'outre-mer, on aura quand même des évaluations assez globales. Et ensuite, effectivement, on pourra voir qui sont les acteurs qui sont censés payer, parce que est-ce que ce sont les agriculteurs qui eux-mêmes
vont payer avec leurs propres deniers l'évolution de leur mode de production? Est-ce que c'est la SNCF qui va payer le fait de développer des infrastructures de transport qui supportent les fortes chaleurs et qui font que les trains ne s'arrêtent pas s'il fait trop chaud? Est-ce que ce sont les particuliers qui vont payer l'isolation de leur logement, qui sert à la fois, pour le coup, pour baisser son chauffage, donc l'atténuation, mais aussi qui fait qu'on n'étouffe pas en pleine canicule? Voilà, pour l'instant, sur ce sujet-là, en fait, il n'y a pas de vision de qui va payer ça. Et il n'y a pas non plus d'activité. Enfin, moi, je ne connais pas d'activité commerciale derrière. Donc, ce sont des adaptations que chaque acteur va devoir faire. Les collectivités qui vont devoir avoir des logements mieux isolés par rapport aux canicules, qui vont avoir besoin de faire des tramways qui ne s'arrêtent pas quand il fait très chaud. Il y a eu des cas cet été dans certaines villes de tramways qui ne pouvaient pas fonctionner parce qu'il faisait très chaud. Des entreprises qui vont devoir avoir des bâtiments qui supportent aussi ces fortes chaleurs ou qui vont adapter les heures de travail parce que si les personnes travaillent dehors, enfin, il y a beaucoup d'impacts, mais chaque acteur, a priori, va faire ses investissements. Voilà, sauf s'il ne peut pas les faire, et auquel cas l'État ou les assurances vont prendre une partie, mais je n'ai pas connaissance d'activités commerciales développées dans ce domaine-là. Une problématique très intéressante. Merci de l'avoir soulevée. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Oui, oui. Donc il y a ici Bruno et monsieur après. Là, juste, oui, voilà, Bruno, puis monsieur, puis voilà. Et puis. Oui, c'est plus une remarque qu'une question, mais en complément sur la question de l'épargne salariale. Parce que, bon, moi, je partage complètement le levier que c'est. Donc peut-être pour deux exemples, c'est sur la question de comment on peut actionner le levier pour augmenter le fléchage de l'épargne salariale. Et puis la question, si l'épargne salariale se développe, il faut qu'elle trouve aussi des supports pour s'exprimer. Donc sur ce dernier point, c'est juste pour dire qu'au niveau d'énergie partagée, on a une place pour l'épargne salariale dans la levée de fonds, et donc je pense qu'on essaiera de la garder aussi dans le futur. Donc c'est un exemple comment l'épargne salariale peut être directement affectée au climat. Donc je pense que c'est intéressant de le dire. Concernant le levier que ça peut être, donc il faut savoir quand même qu'il y a une évolution forte de la mise en place des accords de participation intéressement dans les entreprises suite à différents dispositifs législatifs, et que le fait, souvent quand on a donc un accord de participation intéressement, il y a un plan d'épargne associé, puisqu'en fait ça permet à ce que la défiscalisation des sommes qui sont versées aux salariés au titre de la participation par exemple. Et donc je pense qu'il faut vraiment saisir la mise en place de ces accords donc avec les syndicats, mais aussi s'il n'y a pas de syndicats dans vos entreprises, avec les CSE, qui sont quand même en général associés à ce genre de dispositif. Et donc il faut savoir qu'il y a à partir du moment où vous avez un plan d'épargne qui est associé à un dispositif de participation, il y a en fait un des fonds est un fonds d'affectation par défaut pour les salariés qui ne se prononcent pas sur le choix. Quand en général il y a 3-4 fonds, mais si la personne n'exprime pas un choix, l'argent va être automatiquement fléché sur l'un des fonds. Et donc là, les membres de votre CSE peuvent très bien pousser à ce que ce soit le fonds ISR qui soit le fonds par défaut. Nous, c'est ce qu'on a fait au niveau d'un niveau dans l'entreprise. Et je pense que ça, c'est un levier, c'est un peu technique, mais c'est vraiment des leviers sur lesquels, en tant que salarié, on peut vraiment aussi pousser. Et derrière, c'est vraiment des mobilisations de montants très importants. Voilà. Merci Bruno. On peut enchaîner. Une question pour Fabienne. Vous avez donc une vingtaine d'implantations de sites actuellement. Qu'est-ce qui vous manque pour en avoir 10 de plus, 20 de plus? Il vous manque des citoyens, il vous manque de l'argent, il vous manque des projets. Merci. Du coup, on va y répondre. Attention, contiens-toi, Fabienne. Il me semblait qu'il y avait une question de monsieur qui a déposé déjà la question tout à l'heure, et puis deux questions là-bas. Ouais, d'accord. On va peut-être en prendre 3, puis 2 après, si ça vous va, parce qu'on n'a pas beaucoup de mémoire. Alors au début de la conférence, vous avez fait le point sur les grandes banques françaises, et notamment leurs financements qui sont plutôt noirs que verts. En fait, est-ce que vous pensez
qu'aujourd'hui ils peuvent changer, parce que c'est quand même des banques qui pendant des décennies et des décennies se sont enfoncées dans ces financements-là. Donc aujourd'hui, pour changer, c'est difficile, alors que par rapport à la NEF ou au Crédit Coopératif qui avait ça dès le départ, ou les nouvelles startups qui se montent directement sur ces projets-là, c'est beaucoup plus simple pour eux de progresser qu'aujourd'hui, je ne vois pas BNP ou Société Générale changer, c'est trop dur. Parce que même, par exemple, Total qui finance, le jour où Total fait des résultats négatifs, ils vont renflouer et rajouter pour que ce soit rentable, parce qu'ils sont trop positionnés dessus. Merci, sacré enjeu. Alors, on prend dans l'ordre l'épargne salariale. Est-ce que vous voulez réagir à l'évocation, même si on en a déjà parlé de l'épargne salariale, donc on peut dire que c'était une contribution sur énergie citoyenne. Fabienne, qu'est-ce qui manque pour crever les plafonds ? Je pense que c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, en fait, là. Pour l'instant, nous, on développe à peu près 5 nouveaux projets par an, hein, donc on a 26 centrales, là. On a une levée de fonds en cours tous les ans, en fait, donc et là, on voit que cette année, c'est la 2e levée de fonds, donc on a de plus en plus de toitures. Il faut savoir qu'on ne va pas les chercher. Pour l'instant, on ne travaille que sur des projets qui nous sont amenés. Donc, quand on aura plus de bénévoles, voire un salarié, puisqu'en fait, on espère pouvoir créer notre premier emploi en 2024, là, on pourra commencer à aller chercher en fait les toitures qui ne viennent pas toutes seules. Et donc, du coup, il nous faudra en fait de plus en plus de bénévoles, puisqu'il faut savoir que la particularité de ces projets, si on est les seuls à s'y intéresser, c'est bien que leur rentabilité, en fait, elle est inférieure à ce que cherchent les gros acteurs, d'accord ? C'est des projets en fait il y avait un vide de personnes ne s'y intéressaient. Donc, on ne peut pas en fait se permettre toutes les phases de préétude. On ne peut pas se permettre de payer des prestataires. Donc, il y a toute une phase en fait qui est faite par des bénévoles afin de qualifier en fait une toiture, parce qu'on nous a déjà présenté plus d'une centaine de toitures depuis en fait qu'on existe. Donc, on a étudié des projets pour rien. D'accord ? Et donc, du coup, voilà, l'argent arrive, on va dire, au fur et à mesure, puisqu'on a la chance d'être sur une métropole où on a aussi un plan local d'urbanisme qui a été modifié en 2019, qui oblige, en fait, les nouvelles constructions à produire de l'énergie renouvelable. Donc, on a des promoteurs et on a des entreprises ou des associations qui construisent de nouveaux bâtiments qui se retrouvent obligés de mettre en fait du PV photovoltaïque sur les toits. Donc, en fait, on a aussi ces entreprises, on les contacte, on leur dit, OK, vous venez avec nous, mais vous embarquez aussi, en fait, vous devenez en fait associé, vous prenez des parts aussi dans l'entreprise. Et donc, on a des promoteurs qui jouent le jeu. Excuse-moi, Fabienne, est-ce que vous avez déjà utilisé tout le potentiel apporté par les collectivités ? Parce qu'il me semble que c'était initialement l'idée. Est-ce qu'il reste du potentiel ? Ah oui. Oui. En fait, sur la métropole grenobloise, il y a 49 communes. Pour l'instant, en fait, on travaille avec une quinzaine de communes. Donc, on a, voilà, tous les ans, on a 1 ou 2 nouvelles communes qui mettent à disposition des toitures, avec qui on travaille sur un projet de réseau de chaleur, ou les deux. Voilà, donc ça se fait peu à peu. Hein. On a eu, bien sûr, au début, on a eu les plus engagés, et puis maintenant, en fait, tous les ans, on a de nouvelles communes qui se disent, mais quand même, avec les coûts de l'énergie, là, peut-être que ça vaut le coup, en fait, qu'on s'intéresse à ce sujet. Même si aujourd'hui, on n'a pas de projet en autoconsommation, c'est que de la revente totale. On est propriétaire des centrales et on revend en fait l'électricité, mais on a de nouvelles communes qui nous contactent pour des projets en fait en autoconsommation. Ouais. Merci Fabienne. Et dernière question. Est-ce que les banques peuvent-elles changer telles qu'elles sont, les banques, en tout cas les grosses banques? Peut-être que Anne et Patrick, enfin bon, tout le monde peut avoir envie de répondre sur ce sujet. Je ne sais pas si j'ai la réponse exacte. Je peux vous dire ce qu'on fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que parfois les gens sont un peu étonnés de voir effectivement qu'au sein de l'association FAIR, donc on a 145 adhérents, dont Énergie Partagée. Mais pas seulement. Comment? Mais pas seulement. Mais on a aussi toutes les banques. Voilà. Y compris les banques qui sont pointées du doigt. Et moi, je pense qu'on a besoin de tous les combats dans cette histoire. On a besoin des activistes. C'est très important. Il faut faire du name and shame et pointer du doigt ce qui ne va pas.
Et en complément, il faut aussi, c'est plutôt la posture qu'on a choisie, tout en gardant son exigence, il faut aussi essayer de travailler avec les banques pour qu'elles développent leur offre. Parce que, je le disais tout à l'heure, moi je souhaite à la nef qu'il y ait 200 000 sociétaires dans un an. Vraiment. Je suis très motivé pour ça, mais on ne peut pas laisser de côté les clients des autres banques, voilà, qui souscrivent aussi pour beaucoup des produits d'épargne solidaire. Et oui, mais la question de monsieur, justement, c'était est-ce qu'elles peuvent changer? Est-ce qu'elles sont capables de changer? Est-ce qu'elles sont capables? Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que pour prendre les grandes banques commerciales de notre pays, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'équipe dédiée à la finance solidaire dans ces banques. Aujourd'hui, elles ont des équipes complètes sur ces questions-là. Voilà, et ça fait tâche bile. Alors, c'est plus lent. C'est plus lent, forcément. Mais moi, c'est un axe complémentaire à celui de l'activisme, que je respecte beaucoup, qui permet aussi aux banques de changer. Voilà, je pense qu'on a besoin des deux. D'accord. Est-ce que tu veux faire un complément? Non, c'est tout bon. Nous avions 2 questions identifiées là-bas, puis d'autres peut-être qui se sont fait jour. Merci. Bonjour. Une question plutôt pour Fabienne Marez, du coup. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut en fait pour lancer une coopérative citoyenne dans un endroit? Est-ce qu'il faut des compétences particulières, juste de l'énergie et de la bonne humeur, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Merci pour votre question et on y revient tout de suite, Fabienne. Mais on y arrive tout de suite. Mon ami est parti, mais je vais poser la question quand même. C'était intéressant. Est-ce que c'est une croyance populaire que, en gros, le principal frein quand on veut prendre des parts ou investir dans la finance solidaire, c'est que les taux de rentabilité sont inférieurs à la finance classique? Et du coup, est-ce que c'est un acte militant qui est juste réservé aux personnes qui peuvent consentir cet effort? Très bien, merci de poser cette question. On s'en tient là pour l'instant. Pour les questions, Fabienne, est-ce que tu peux nous dire, répondre sur cette question de comment monter un projet près de chez soi? Eh ben, il faut trouver en fait quelle est l'organisation nationale qui va pouvoir nous aider. Énergie partagée. Cherchez vite sur Internet, en fait, est-ce qu'il y a déjà des correspondants en fait énergie partagée sur notre territoire? Et puis après, il faut effectivement beaucoup d'envie. Il faut réseauter. Donc déjà sur son territoire, nous, on est allé à la rencontre des élus pour savoir s'ils allaient nous suivre. Voilà, donc vraiment voir quels sont les acteurs, l'Agence locale de l'énergie et du climat de notre territoire aussi, qui nous a suivis, Enercop Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été un des meneurs en fait même dans l'histoire. Donc voilà, faire réseau déjà sur son territoire, voir s'il n'existe pas d'autres sociétés citoyennes qui existent déjà pas très loin, et puis surtout en fait voir qui chez Énergie Partagée peut nous accompagner. Mais peut-être que là, je sors un peu de mon rôle d'animation là-dessus, mais parce que effectivement, il y a une carte sur le site d'Énergie Partagée où sont référencés les 330 projets citoyens actuellement déclarés, que du coup nous accompagnons avec l'association, donc cette partie du mouvement qui accompagne, qui fédère ces acteurs. Donc effectivement, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont très proches, il y a des réseaux dans chaque région avec plusieurs personnes, il y en a ici en Ile-de-France, et vous allez pouvoir discuter avec des gens qui ont des macarons énergie partagée sur le t-shirt, parce que c'est justement ces personnes qui font partie de l'équipe. Donc voilà, la première étape, c'est sans doute d'aller sur le site d'énergie partagée et de réseauter effectivement, parce que avant tout, c'est au niveau local. Et puis je pense que madame disait aussi, est-ce qu'il faut de la bonne humeur? Oui, il en faut aussi énormément. Je pense que... Alors sur ce sujet de la rentabilité également, qui est-ce qui voudrait en parler, Patrick? Est-ce que lorsqu'on investit dans la finance solidaire, on s'assoit sur la rentabilité? Avec un micro. Tu parles de la rentabilité financière? Non, mais parce qu'en fait, en épargnant solidaire, il y a 2 rentabilités. Il y a la rentabilité financière d'une part, et puis la rentabilité sociale d'autre part. Et je crois que la majorité des épargnants solidaires viennent chercher les 2. Cela étant, je pense que la question du rendement en période de hausse des taux, comme on a connu aujourd'hui, et je pense que votre question, merci de l'avoir posée, parce qu'en fait c'est une question très actuelle, est une question qu'il faut adresser.
Je vous prends un exemple. Donc, d'abord, l'épargne solidaire, vous avez des taux de rémunération qui dépendent de votre support. Si vous voulez une épargne sécure, liquide, disponible à tout moment, vous avez des solutions, ce sont les livrets de partage. Globalement, ils existent depuis plus de 40 ans aussi. Ils vont vous rapporter moins que le livret A. Donc c'est à vous de faire l'arbitrage. Si vous voulez épargner solidaire, vous mettez sur le livret de partage et vous aurez du 1%, 1,5 brut, avant impôt donc. Et puis vous pouvez décider de le mettre sur LDDS. J'espère pas pour financer les industries de l'armement, mais vous aurez du 3% net. Voilà. Si vous voulez investir dans un fonds solidaire, globalement, type fonds 90-10, fonds d'épargne salariale dont on a parlé tout à l'heure, vous pouvez avoir des rendements très intéressants sur une période longue. Généralement, c'est 5 ans, l'épargne salariale. Et vous pouvez avoir des rendements qui sont très élevés si vous gardez l'épargne longtemps, mais vous pouvez perdre votre capital. Voilà. Donc, rendement-risque. C'est un sujet. Si vous investissez directement dans des entreprises de l'économie sociale, type projet citoyen, généralement la rémunération est nulle ou faible, voilà, financière, ou très élevée, pardon. Voilà, donc il y a aussi souvent, il peut y avoir un risque de perte en capital. Mais la question du rendement, il va falloir, je pense, l'adresser à un moment donné, parce que on parlait du sondage tout à l'heure, quand même aujourd'hui, il y a un épargnant sur 2, en tout cas des sondés, qui souhaitent du rendement à moyen terme pour son épargne. Et du coup, ça pose vraiment la question du changement d'échelle et d'adresser la question du rendement. Alors ça, on peut travailler avec les acteurs financiers pour trouver des produits innovants, mais c'est vrai qu'en période de hausse des taux, vous voyez, on parlait des fonds 90-10 tout à l'heure, les gérants de fonds, dans les taux 90-10, il y a aussi des produits monétaires. Donc, désolé, je vais être un tout petit peu technique. Donc, des produits qui rapportent un peu plus que les investissements solidaires. En l'occurrence, l'arbitrage peut se faire dans les fonds au détriment des produits solidaires. Et ça, c'est un problème quand même. Donc, il va falloir prendre de front la question du rendement si on veut toucher plus de monde, puisqu'il y a beaucoup d'épargnants qui veulent aussi qu'on leur parle rendement. Voilà, je fais confiance à l'innovation financière des banquiers et gestionnaires. Si je Fabienne, tu veux réagir? Oui. Parce que nous, effectivement, quand on a monté notre projet, dès le départ, on voulait créer le livret A solaire, chaleureux. Maintenant, on pourra rajouter, en fait, sans armement, de la métropole grenobloise. D'accord? Donc, j'y pense, en fait, maintenant, on va ajouter ça dans notre slogan. Mais donc, du coup, nous, la part augmente, la part de la société augmente de 3% en fait, par an, la valeur de la part. Donc, on a décidé, en fait, de ne pas distribuer de dividendes, puisqu'en fait, on a quand même pas mal d'associés, en fait, qui ont 1 part, 2 parts. Enfin, bref, ça nous prendrait un temps de bénévolat qu'on concentre, en fait, sur nos projets. Mais donc, voilà, la valeur de la part augmente tous les ans de 3%. Les parts sont bloquées 5 ans. Voilà, livret A, solaire, chaleureux et sans armement. Donc je pense que chez Énergie Partagée, il se passe des choses aussi intéressantes. Effectivement, je me fais juste le porte-parole d'Énergie Partagée pendant une seconde sur ce sujet, parce que dès la création d'Énergie Partagée par les fondateurs, donc il y a déjà 13 ans, la création du fonds était assortie d'un objectif qui était qu'on n'a pas envie de rester entre militants, on a envie de l'ouvrir, et donc on va assurer une rentabilité, enfin assurer en tout cas une poursuite d'objectifs qui était de 4% par an, ce qui était à l'époque, et ce qui reste encore aujourd'hui, quelque chose de très très raisonnable, voire même assez performant lorsque l'inflation est nulle. L'idée c'était d'arriver à cette rentabilité le plus vite possible, mais bon, avec le travail d'investissement, il fallait amorcer la pompe. La pompe a été amorcée, l'action n'est plus à 100 € comme elle l'était au début, mais elle est aujourd'hui à 120 €. Et chaque année, depuis 2017, la rentabilité prend la forme d'une valorisation, donc un renchérissement effectivement de l'action. Et on ne s'interdit pas de pouvoir distribuer des dividendes. Donc voilà, ce rendement, on va vouloir le poursuivre et on va vouloir aussi suivre l'inflation, suivre le marché pour ne pas être
pour ne pas redevenir un placement réservé uniquement à ceux qui y croient, ceux qui veulent être voilà, et qui ne on veut s'ouvrir la possibilité de parler à des personnes, des épargnants pour qui la rentabilité est quelque chose d'important et pour qui peut-être l'impact social est la cerise sur le gâteau. Et ils sont très très nombreux et on a envie d'aller aussi convaincre ces personnes-là. Et y a-t-il des questions encore? Je vois 2 questions. Ce sera et une question de la madame là-bas. Je regarde rapidement l'heure. Ce sera sans doute parmi les dernières questions. Je voudrais faire une remarque à propos du projet solaire. Là. Donc, vous êtes prioritaire sur le réseau, vous assurez pas l'intermittence. Quand il n'y a pas de courant, ben, on pompe le réseau EDF, c'est EDF qui paye. La rentabilité, elle est là, c'est les impôts. Parce qu'on a un exemple qui est en grandeur nature, c'est l'Allemagne. C'est une catastrophe sur tous les plans, l'Allemagne. C'est le premier pollueur d'Europe. Ils ont des éoliennes, des trucs partout, parce que l'intermittence, c'est ingérable au-delà de 15 à 20% de la production. Alors, vous parlez de biomasse. Bon, ben, la biomasse, ça, c'est la martingale. Tout le monde sort la biomasse. La biomasse, on n'en a pas et on n'en aura pas assez. Madame, elle dit il faut. En l'occurrence, là, c'est le bois. C'est le bois. Elle dit il faut diminuer la culture. Eh ben, on va mettre moins d'engrais, moins de biomasse. Donc, la biomasse, tout le monde sort ça tout le temps et on n'en a pas et on n'en aura pas. Donc, les projets de tout ce qui est intermittent, au-delà d'un certain niveau, c'est sans intérêt au Est-ce que, niveau monsieur, vous avez écologique. un commentaire? On va sortir au commentaire. Il y a une question? D'accord, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a... Alors, comme toujours, j'ai plusieurs questions. J'en ai je voulais 12. juste revenir déjà sur l'épargne salariale et la possibilité en fait des élus du CSE de pouvoir inciter sur les épargnes salariales solidaires pour être dans cette situation. Personnellement, il y a un vrai manque de formation des élus sur ces sujets. Donc je voulais savoir s'il y avait une réflexion sur la sensibilisation, parce que les syndicats ne le font pas ou très peu. Ensuite, sur la question, il y avait une thématique à un moment sur la difficulté des banques à sortir du modèle carbone, du moins des grandes banques. Bon, je connais un petit peu le domaine, je travaille sur la partie banque d'affaires. Et il y a à mon sens, il y a aussi une problématique de sensibilisation des managers, parce que les directions ne sont pas nécessairement toujours sensibilisées sur ces thématiques. Et il y a aussi une problématique de que fait-on des équipes qui vont travailler sur le financement aviation. Par exemple, Crédit Agricole est très très fort dans le domaine. Que fait-on de ces équipes si on arrête ce type de financement? Il faut auquel cas les repositionner, les former sur de nouveaux métiers. Et j'avais aussi une question sur, on parlait des banques, mais il y a aussi les assureurs qui ont un très gros portefeuille obligataire. Comment se passe leur réorientation dans leurs investissements? Merci. J'ai pas pu entendre vos présentations au départ, donc excusez-moi si je pose une question qui tombe à côté, mais monsieur vient de parler de rentabilité, il comparait la rentabilité financière et la rentabilité sociale. J'avais envie de demander à madame Marez comment puisqu'il y avait quand même un soupçon sur la rentabilité, comment pourrait-on évaluer la rentabilité climatique? C'est-à-dire qu'à un moment, si on se pose la question du nombre de kilos de CO2, enfin de tonnes de CO2 économisées, si on arrivait à entrer dans une comptabilité de cette nature-là, alors là, je pense qu'on verrait très bien quelle est la rentabilité. C'est la même question qui se pose sur la production d'énergie solaire que par exemple sur, et je fais une petite digression, mais quand même, sur la valeur du sol, c'est-à-dire que les sols non, on va dire imperméabilisés, non construits, non bâtis, etc., les sols naturels, ont un prix, pardon, au titre de ce qu'ils font gagner en CO2.
par exemple. Et donc, j'aimerais savoir si vous vous posez un peu ce genre de questions de l'évaluation de ces rentabilités et comment elles sont énoncées. Merci. Peut-être qu'on peut commencer par celle-là, parce que... Oui, pardon. On commence par celle-là, sur la rentabilité, sur la rentabilité climatique. Alors, c'est un sujet de fond qui est un peu de savoir, est-ce qu'un euro aujourd'hui investi dans un projet tel que le vôtre, en fait, si on le regarde du point de vue de ce qu'il représentera comme impact sur le climat dans 20, 30, 40, 50 ans, effectivement, on peut s'interroger si cette valeur, cet euro aujourd'hui investi, il n'est pas beaucoup plus important. Donc, c'est une réflexion de fond. Je ne sais pas si vous l'avez eu ou si vous l'avez. Oui, tu veux prendre le micro. Alors, effectivement, quand on travaille dans les énergies renouvelables, la première question qu'on nous pose, en fait, c'est comment on va polluer plus que les autres ou être moins malin, plus intermittent et gêner tout le monde. Hein. Donc, effectivement, nous, à chaque fois, on explique, et c'est affiché sur notre site, combien on produit et combien de tonnes de CO2 en fait sont évitées par cette production, et on explique comment on calcule grâce à des chiffres de l'ADEME ou du ministère de la Transition énergétique en fait ces tonnes de CO2 évitées. Et après, sur l'impact social, nous, on est très heureux en fait de voir le nombre d'emplois qu'on a créés déjà de manière indirecte chez les installateurs, parce qu'il faut bien savoir que quand il y a 7 ans, on a lancé un appel d'offres pour installer 12 toitures, on a 0 installateur qui ont été capables de répondre. C'était trop, 12 toitures de 50 mètres carrés chacune de panneaux solaires. Maintenant, on en fait qui font 900 mètres carrés de panneaux solaires, d'accord ? Et donc, on a formé le territoire. On leur a dit, répondez à 2. 2 installateurs s'y sont collés. Il y en a un des 2 avec qui on continue de travailler. Son entreprise, elle n'a plus rien à voir. Elle ne travaille pas qu'avec nous, il travaille avec d'autres entreprises citoyennes du territoire, parce qu'on en a plusieurs en Isère. Et donc, toutes ces entreprises citoyennes, elles agissent vraiment comme un booster de la transition écologique sur le territoire. C'est-à-dire que ces projets, en fait, ils n'existaient pas avant. Ces projets sur des écoles, des gymnases, des maisons, en fait, de la musique, ça n'existait pas. Tous ces projets n'existaient pas, d'accord ? C'était uniquement des particuliers qui installaient, en fait, sur leur propre maison, des panneaux solaires. Là, donc, on lance le territoire dans une dynamique, et de notre banquier jusqu'à notre assureur, enfin, c'est une richesse, en fait. Et quand on rencontre une nouvelle commune et qu'on va faire une présentation en conseil municipal pour expliquer aux élus ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, c'est aussi de la richesse, parce qu'en fait, on forme aussi un territoire. Et d'ailleurs, moi, j'ai l'air de m'y connaître là, mais en fait, je n'y connaissais rien il y a 7 ans, d'accord ? Je suis rentrée avec mon envie de prendre en fait en main mon argent et aussi de créer des emplois locaux et non délocalisables, voilà, en tant que mère de famille, voilà. Bon, je pense que ce que dit Fabienne est juste, effectivement. Elle a trouvé un moyen, effectivement, de transformer la production solaire, la production d'électricité en équivalent CO2 évité. Donc, c'est ça, en fait, la méthode de calcul. Ensuite, tu donnes un prix au CO2 et tu as ta rentabilité. Non, mais la question de la formation d'une manière générale des acteurs financiers est une vaste question. On en a parlé tout à l'heure. Il faut trouver des espaces pour former, sensibiliser. Alors, moi, de ce que je vois de loin, et je ne suis pas du tout un spécialiste de la formation, c'est que, quand même, d'abord, toute la taxonomie verte qui a été mise en place par la Commission européenne et qui s'applique maintenant aux acteurs financiers, aujourd'hui, les banques, en fait, elles ont, dans les équipes de gestionnaires d'actifs, elles ont augmenté la compétence, l'expertise de leurs équipes sur les questions environnementales, pour des questions liées à la transparence, au reporting qu'elles vont demander aux entreprises dans lesquelles elles investissent. Donc, en fait, elles ont formé beaucoup d'équipes internes sur ces sujets-là. Bon, il suffit de se rendre un petit peu sur les réseaux sociaux si vous êtes connecté avec quelques acteurs financiers. Vous voyez qu'on recherche beaucoup d'experts, d'analystes ESG ou en finance verte. Ce sont des profils qui sont aujourd'hui
très demandé par les banques. Alors évidemment, ça pose la question de savoir comment on convertit les autres profils sur ces sujets-là, mais c'est quand même une tendance. Mais il y a une vraie question de sensibilisation d'une manière générale, c'est-à-dire que il faut que les banques et les organismes de formation des acteurs financiers fassent leur boulot. Je pense qu'il faut aussi que nous fassions le boulot, et quand je dis nous, c'est les acteurs citoyens, c'est les organisations de l'économie sociale et solidaire, pour d'abord mieux se faire connaître, mieux mettre en valeur les projets, les incarner, faire des campagnes comme on fait aujourd'hui, pour en gros que cette finance-là soit mieux connue. Et puis je pense que le reste suivra. Comme toujours, il n'y a pas qu'un seul canal, il faut développer plusieurs modes d'action pour pouvoir y parvenir. Merci Patrick. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose aussi, il y en a d'autres même, je vous propose qu'on continue. Oh mais oui, on t'a oublié. Ah non, c'était la 3e question. Alors tu veux dire un petit truc? Bah alors attends, oui mais je crois que ton micro ne marche pas. Oh, il y a une question internet. Non. En fait, c'est même... Ah. Bon bah j'ai pas le droit. Si, non, essaye. J'aimerais juste revenir sur la question de madame, sur tout ce qui est rendement... Ça coupe un peu. En fait, actuellement, déjà, il y a des solutions. Par exemple, on a parlé de l'ITA. Il y a quand même des beaux rendements sur l'ITA. On peut trouver du 8, du 9, du 10%. C'est important de savoir que le rendement, il va avec le risque. Bon, après, il faut pas être con non plus. S'il y a 10%, il faut essayer de comprendre que c'est plus risqué. Enfin, voilà. Mais le truc qu'il faut se dire aussi, c'est être tourné vers le futur. Qui est actuellement, des fois, les investissements verts, c'est pas les plus rentables. Est-ce que Total, dans 30 ans, ça sera les plus rentables? Moi, personnellement, je ne pense pas. Et je pense qu'en fait, plus... Désolé, tu as été censuré par Total Energy. Bah ouais, Total. Bon, pas du tout. Si tu me permets, ça ressemble à un commentaire qu'on a compris, et donc on pourra continuer à en discuter par la suite. Mais en tout cas, on a compris ton point, qui est qu'il faut bien analyser ce qu'on veut financer, et qu'il y a des risques afférents. Je vous propose que, d'une part, premièrement, on remercie les intervenants qui ont été là pour nous éclairer, que je remercie beaucoup aussi. Merci beaucoup et merci à vous d'être venus. Maintenant, on peut continuer parce que c'est monté dans une discrétion incroyable notre cocktail convivial. Donc, je vous invite à aller prendre un verre avec nous. C'était un plaisir pour Énergie Partagée de vous réunir. Merci beaucoup et on espère que vous avez eu un peu de meilleure compréhension de ces aspects sur l'investissement. Pour nous, Énergie Partagée, c'est important aussi de continuer à faire de la sensibilisation et de la pédagogie autour de ces aspects de finance qui sont assez ardus, mais qui sont du ressort du citoyen. Donc merci à toutes et à tous et on se retrouve tout de suite à côté du buffet.